Je vous ai dit, le film ne fait que commencer. Écoutez ce qui se dit jusqu'à la fin, vous serez tous surpris. Il faut Jack Babo Laurent Biraima, murmura Dominique, sa voix vibrant d'une intensité dramatique. Tant que Laurent Babo est là-bas, dans ce bunker, Alassane ne sera jamais vraiment président. Le monde regarde, mais nous devons agir. Téné Biraima hocha la tête et fit signe au colosse qui attendait dans l'ombre. Le général d'armée Chérif Ousmane, le papa Guépard, entra dans la lumière. Sa carrure imposante semblait trop étroite pour la pièce. « Général, dit le ministre de la Défense d'un ton sec, vous avez vos ordres. Ne revenez pas nous dire que Babo est introuvable. Allez le dja, sortez-le de là par tous les moyens. Dominique veut que ce chapitre se ferme ce soir. » Chérif Ousmane ne répondit pas. Il savait que Dja Laurent Gbagbo n'était pas une mission ordinaire. C'était s'en prendre à un symbole, à une partie de la Côte d'Ivoire tout entière. Le convoi blindé de Chérif Ousmane franchit les rues de Cocody accompagné de motos éclaireuses ayant les gyrophares. Arrivé devant la résidence de Babo Laurent, le spectacle était semblable à une vision d'enfer. Les dozos avaient déjà cerné tout le périmètre. Pas moyen de sortir. Chérif Ousmane, muni de son goyomo bien baka, avait tout mis en place. La fumée piquait les yeux, mais le général avançait, porté par l'autorité de Dominique et la rigueur de Biraima. Dans la pénombre, une silhouette apparut, Laurent Babo. Il n'avait plus les attributs du pouvoir, mais il en conservait l'aura. Chemise froissée, visage couvert de la poussière du béton pulvérisé, il regarda Chérif Ousmane. Le général, celui qu'on avait envoyé pour prendre l'homme fort, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le général Chérif Ousmane resta figé. Il avait l'ordre de Téné Biraima de le dja, de l'arracher à sa terre. Mais devant lui, l'homme ne reculait pas. « Monsieur le Président », commença Chérif, sa voix de derrière trahissant une émotion qu'il n'aurait jamais cru ressentir. « Ne m'appelle pas Monsieur le Président si tu es venu me dja », coupa Babo avec un sourire triste. « Fais ce que Dominique t'a demandé. Mais sache une chose, on ne prend pas Laurent Babo. On ne fait que l'inviter à un autre combat. » Et instant, le téléphone satellite de Chérif crépita. C'était la voix impatiente de Téné Biraima. « Général, est-ce que vous l'avez? Est-ce qu'il est hors d'état de nuire ?» Chérif regarda les mains de Babo. Ces mains qui avaient signé des décrets, salué des foules immenses et qui maintenant tremblaient légèrement de fatigue. Il vit Nadid Barbo, digne dans la défaite, et les derniers fidèles prêts à être dja. Le drame était là. Chérif Ousmane, le général invincible, se sentait vaincu par la stature de son prisonnier. Il devait le prendre, mais il sentait que c'était Barbo qui, par sa résilience, prenait possession de l'histoire. « Je l'ai, ministre !» répondit Chérif, la gorge nouée. « Je le ramène dja. » Le trajet retour fut un calvaire émotionnel. Dans le blindé, le général et Laurent Gbagbo déchu ne se parlèrent pas, mais leurs regards se croisèrent dans le rétroviseur. Chérif voyait en Gbagbo non pas un ennemi abattu, mais le miroir des déchirures de son propre pays. Quand ils arrivèrent à la résidence de Ouattara, sous les cris de joie des partisans d'Ouattara et les regards sévères de Dominique et de Biraima, Chérif Ousmane comprit l'ampleur de la situation. Il n'avait pas accompli sa mission et de plus n'avait pas Dja Gbagbo. Dominique Ouattara, du haut de son balcon, observa la scène. Elle vit Gbagbo sortir du blindé, la tête haute malgré la poussière. Elle vit son général, Chérif, le visage marqué non pas par la gloire de la victoire, mais par le poids d'un acte qui allait hanter sa conscience à jamais. C'était mal connaître Laurent Gbagbo que de penser que son arrestation par Chérif Ousmane marquerait sa fin. Dans ce face-à-face dramatique, le soldat a rencontré le politique et l'acier a rencontré l'histoire. Chérif a obéi à Dominique et à Biraima, mais en posant ses mains sur Gbagbo, il a réalisé que certaines chaînes sont plus lourdes pour celui qui les pose que pour celui qui les porte.
Téné Birahima ne regarda pas Gbagbo. Il fixa Shérif Ousmane. Son visage ordinaire laissait paraître une lueur de fureur froide. D'un geste sec, il fit signe à Shérif de le suivre dans un bureau annexe. Le bureau était sombre. Seule une lampe de table éclairait les mains jointes de Téné Birahima. Au fond de la pièce, près de la fenêtre, la silhouette de Dominique Ouattara se pointait à l'horizon. « Vous ne l'avez pas déjà, shérif !» commença Téné Birahima, sa voix n'étant plus qu'un sifflement. Mes instructions étaient pourtant limpides et claires. Dja Gbagbo était votre ultime mission. Le général d'armée Shérif Ousmane, la poitrine encore soulevée par l'effort, ne baissa pas les yeux. Monsieur Birahima, bientôt je sois réputé dans le Dja. Cette mission n'était une bonne idée. Un rire sec, sans joie, s'échappa des lèvres de Dominique Ouattara qui se retourna. Shérif Ousmane, vous parlez de morale alors que le pays becque tout ce qu'on leur propose. Envoyer le papa Guépard, c'était pour sa détermination dans ce type de mission, pas pour sa clémence. En le ramenant ici, vous avez transformé notre victoire militaire en un casse-tête politique national. Shérif s'avança d'un pas, ses bottes résonnant lourdement sur le sol. C'est mal connaître l'homme que vous vouliez que je dja, Madame la Première Dame Dominique Ouattara. Face à moi au moment de le dja, il n'a pas supplié, il n'a pas tremblé. Si j'avais appuyé mon domo, ce qui devait arriver. Est-ce cela que vous vouliez? Une Côte d'Ivoire ingouvernable pendant 50 ans? Vous savez bien, Ouattara est dans le chaise roulante et actuellement ne peut rien créer pour le moment. Téné Birahima se leva, contournant la table pour se poster à quelques centimètres de Shérif Ousmane. La tension était telle qu'on aurait pu entendre une aiguille tomber. Mais la paix exige parfois que les racines du passé soient noyées. Vous avez failli à l'aspect définitif de votre mission. Non, monsieur le ministre, rétorqua Shérif, la voix sourde de certitude. J'ai sauvé votre victoire. Si Gbagbo était déjà ce soir, le président Ouattara n'aurait jamais pu s'asseoir. C'est votre fardeau désormais, plus le mien. Dominique Ouattara s'approcha du général et posa une main délicate mais glaciale sur son bras. Vous avez peut-être raison sur l'histoire, shérif, mais en politique, on ne pardonne jamais à un bras droit d'avoir une âme. Allez vous reposer. Mais sachez que ce que vous avez épargné ce soir reviendra nous hanter tous. Le général salua, le regard vide. Il sortit de la pièce, laissant les deux architectes du pouvoir dans leur silence. Le film ne fait que commencer. Partagez cette vidéo dans tous de groupes WhatsApp, Facebook, TikTok, Messenger, Snapchat, Telegram, Messenger, Telegram et Twitter. Donc les législatives, c'est eux qui citaient les candidats. Ah, il y a telle personne qui est candidat là-bas, telle personne est candidat. Oui. Ah oui. Bon, on pense que dans la région là-bas, si le PDC, ils avaient déjà fait en fait leur calcul quoi. C'est-à-dire, bon, Ouattara est président, on n'a pas le choix. Sinon, les Ivoiriens vont les tuer. C'est comme ça les gens, dans le milieu là, où on ne vient pas forcément dire ça devant les gens. Mais quand les Ivoiriens là, c'est-à-dire des gens même qui sont de la gauche, des gens qui sont de la droite, ils disent, mais on peut faire quoi? Bon, vous allez sortir dans la rue là, vous pouvez faire quoi? Ouattara va nous tuer et puis ça va finir, on va rester comme ça. Bon, au moins on n'a qu'à s'asseoir, on va déjà faire le bilan. Parce que ce qu'on a fait là, voici comment les Ivoiriens réfléchissent. Hein. Et puis il dit, toi tu proposes quoi? D'accord? Il dit, tu proposes quoi? Quand tu leur dis non, on doit toujours maintenir le peuple. D'accord? On doit éveiller le peuple. Il dit, oh, allez, va là-bas. Ouattara déjà, truc, on va rentrer, on va aller au Parlement. Je les regardais comme ça. Et puis donc, ils étaient en train de parler. Oui, dans l'Ouest là, ah, il y a telle personne qui a tel candidat. Je les regardais en train de faire les calculs, comme des grands enfants. Et puis souvent, ça rigolait. Ah, l'anarchiste. Ça se moquait de moi. Parce que vous savez, c'est déjà des gens comme nous. On nous dit, bon, vous là, déjà, vous êtes en Europe, vous ne comprenez rien. Vous êtes... Et puis, j'ai reçu, vous rappeler de cette vidéo où il y avait Herman Aboua. Je vais vous lire ce que Herman Aboua dit. Parce que, je vais vous lire ce que Herman Aboua dit après les élections d'Alep. Herman Aboua, vous allez voir. Herman Aboua. Vous allez comprendre. Herman Aboua. C'est mon vieux père, hein? Herman Aboua. Voilà. Qu'est-ce que Herman Aboua a dit?
C'est intéressant. Herman Aboua, il a mis un truc où il dit, et si le président Gbagbo avait raison? Ça m'a fait rire en fait. Et si le président Gbagbo avait raison? Pourquoi il a dit, et si le président Gbagbo avait raison? Un instant. Attendez, Herman Aboua. Voilà. On va vous lire, je vais vous lire ça. Un instant. Il dit, et si Laurent Gbagbo et le PPACI avaient finalement eu raison? Et si Laurent Gbagbo et le PPACI avaient finalement eu raison de boycotter les législatives? La question n'est plus anodine. Elle n'est pas provocatrice. Elle s'impose, écoutez bien, comme un verdict que personne ne veut lire à voix haute, mais que beaucoup chuchotent déjà. Car à l'issue du scrutin, une pluie de témoignages, d'images, de récits indignés dessine un paysage troublant. Celui d'un vote entaché d'irrégularité, d'accusations de fraude massive, de suffrages ajustés, corrigés, révisés, dit-on parfois même défigurés. Il ne s'agit pas ici de déclarer, d'accord, l'un coupable ou l'autre innocent. Ce rôle appartient aux institutions. Mais il est permis, il est même légitime de questionner le climat et de se demander si la stratégie du boycott tant critiquée, tant moquée, n'était pas au fond un cri d'alerte avant l'effondrement. Vous savez, je respecte M. Herman Aboua. On a eu à échanger très fraternellement, très cool, il n'y a rien à dire. J'ai eu à échanger avec lui, il m'a donné même des conseils sur sa stratégie. J'étais là après l'émission, on a échangé dans une émission, et rappelez-vous de cette émission où je parlais clairement, et j'ai sorti, cette réplique a été prise à Abidjan, hein, c'est sorti partout à Abidjan, surtout sur les réseaux sociaux, où je critiquais, je disais, mais pourquoi vous êtes comme ci, comme ça? Et puis il a sorti la phrase, il est bien beau de parler quand on est à 6000 km d'Abidjan. Et moi, je lui ai dit merci. Mais, dans ce cas-là, je préférerais ne pas être à 20 km d'Abidjan. D'accord? Pour pouvoir avoir ma liberté d'expression. C'est une question de survie. Moi, excusez-moi, hein, si j'ai la possibilité de quitter Abidjan et de laisser le RHDP gérer la Côte d'Ivoire, je m'en éloignerai au grand maximum et je me donnerai les moyens pour pouvoir dégommer le RHDP. Je vous le dis clairement. Est-ce que vous comprenez? Je me donnerai les moyens. Et quand on dit dégommer, automatiquement, les petites antennes se lèvent parce qu'ils pensent forcément à la violence. On peut dégommer avec l'argent. Dans la vie, tout est une question de moyens. Tout est une question d'organisation. Tout est une question de cerveau. Parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui disent la politique se passe sur le terrain. Mais avant d'être sur le terrain, là, qu'est-ce qu'on met? On injecte du capital, on injecte des fonds, on forme les masses. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas obligé d'aller à Abidjan. Et l'erreur des politiques en Côte d'Ivoire, ils pensent qu'en fait, il faut aller auprès des villageois, il faut aller auprès des populations, d'accord, pour pouvoir parler. Mais c'est vraiment du grand n'importe quoi. Apprenez, regardez les plus grands, d'accord, ceux qui se sont donné les moyens, ce sont des gens qui ont été d'abord, patients. Ce sont des gens, qui ont compris qu'il fallait avoir des lobbies, des réseaux. Et la vie ne s'arrête pas à Paris. Est-ce que vous comprenez? La vie ne s'arrête pas à Paris. Quand on fait de la politique, c'est pas forcément à Paris, on doit venir recevoir une bénédiction et pouvoir s'en sortir. Le monde, il est vaste. Il faut chercher des partenaires, il faut chercher même des pays. La coopération sud-sud se fait. Est-ce que vous comprenez? Mais vous ne comprenez pas. Je ne sais pas si c'est manger à locaux ou si c'est manger temps. Mais si vous voulez véritablement être des politiciens, d'accord, avec les gens du clan de Ouattara, c'est-à-dire il faut être patient, il faut se former, il faut prendre du temps. Et puis si vous tenez à vos enfants et autres, mais on n'est pas obligé de prendre ces enfants pour les mettre dans un avion pour aller. Vous pouvez même les envoyer dans les pays frères, dans les pays sud-sud. Et puis quand on est politicien, quand on se dit on est en exil, mais il faut aussi postuler. Il faut aussi, voilà, il faut travailler. Être politicien, ça ne veut pas dire qu'on vit de la politique tous les jours. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne comprends pas les gens. Bon, voilà, je ne comprends vraiment pas. Bon, bref. Et donc, un instant, s'il vous plaît, parce que j'ai besoin de calme. Attendez. Papa, ils sont
Quoi, les barons? Regarde là dans la chambre. Là. Regarde ici. Regarde ici. Allume ici et tu regardes, tu cherches ici. Certainement. Et tu fermes toutes les portes là, s'il te plaît. Parce que j'ai besoin de calme. J'entends du bruit là. Alors, ouais, mais ferme les portes là, en fait. Après, il faut que j'ai du calme, en fait. Excusez-moi. Donc, moi, c'est mon point de vue. Hein, mon point de vue n'est pas la vérité absolue. Mais je tiens à vous le dire. D'accord? Et donc, voilà. Et je disais, en fait, quand les frères parlaient, je disais, mais vous parlez, mais qui est-ce qui organise les élections? Qui est-ce qui organise les élections en Côte d'Ivoire? Ils me regardent tous, me disent, c'est la CEI. Je dis, mais c'est pas cette même CEI. Les différents partis politiques ont opposé des griefs, d'accord? Ont opposé des griefs vis-à-vis de cette CEI. On dit, oh, toujours la même rengaine. Toujours la même rengaine. Et ben voilà. Patatras, qu'est-ce qui s'est passé lors des législatives? Vous avez filmé. Parce que d'autres disent qu'il fallait filmer dans les bureaux de vote. Vous avez filmé, vous avez enregistré, vous avez fait ci, ça, ça. Qu'est-ce que ça a changé? Rien. Absolument rien. Rien et rien du tout. Ça a changé quelque chose? Est-ce que vous avez vu la CEDEAO venir à votre secours? Vous avez vu les pays européens venir à votre secours? Vous avez vu l'ONU venir constater les irrégularités? Absolument rien. Alors, on a deux choix. C'est soit, quand on se rend compte de cela, on se dit il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on n'a aucune autre alternative en dehors du peuple, et le peuple est brimé, on n'a aucune autre alternative de moyen de coercition ou de recours. On a un groupe, un ensemble d'individus qui règnent sans partage en Côte d'Ivoire comme des dieux absolus. C'est ça. Le premier point qu'il faut se faire, c'est de reconnaître ça d'abord. Si vous venez vous dites, bon, je pense que les municipales en bas s'est rattrapé, il faut qu'on se prépare. Tout ça, c'est de notre faute. Parce que j'ai entendu des gens dire, c'est de notre faute. Parce qu'on devait même peut-être participer au présidentiel. Vous êtes complet. Vous foutez le doigt dans l'œil. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, c'est quelqu'un qui... C'est-à-dire que tu nies, tu vis dans la dénégation. C'est-à-dire que tu vis... En fait, la dictature est un paradis pour toi. C'est-à-dire que tu prends le citron dans la bouche et ce citron-là est du miel dans ta bouche. Parce que tu mens, tu te mens à toi-même. Tu es dans la délégation. Et j'ai vu des gens ici faire des stratagèmes, dire oui, on n'aurait pas dû même boycotter les présidentielles. Il y a d'autres même qui sont... J'ai entendu dire que le Front commun est une erreur. Le Front commun est une erreur. Le Front commun est une erreur. Et il y a des gens qui soutiennent ça. J'ai entendu des gens dire qu'il ne devait pas avoir d'alliance entre le PDCI et le PPACI. J'ai dit, wouh, my God. Dans quel monde sommes-nous? C'est-à-dire l'Ivoirien, je ne connais personne. Je ne connais personne en dehors de l'Ivoirien. C'est-à-dire, on lui dit, ton adversaire est ici. Vous me voyez sur l'écran là. L'adversaire en face de toi. Et puis lui, il constate que l'adversaire est imposant. L'adversaire a des gants de boxe. Il a les muscles saillants. Et l'Ivoirien, il va vers la bite et puis il commence à boxer vers la bite. Mais la bite lui dit non, ton adversaire, il est en face de toi. Et puis il dit, il est où? Il est où? Et puis il va vers la bite. En fait, ça, c'est l'Ivoirien. Mais je vous ai dit et je répète, quand on a peur, il faut reconnaître qu'on a peur. Ça, c'est une première étape. Je reconnais que j'ai peur. Pourquoi j'ai peur? Parce que les gens sont violents. Parce que les gens ont commis des actes depuis 2011. On n'a pas eu de procès. Parce qu'il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis, maintenant, on dit, bon, ok, qu'est-ce que tu comptes faire? Et c'est là, maintenant, tu introspectes. Tu introspectes. Tu introspectes. Tu introspectes. Alors, moi, je vais vous répondre clairement. Qu'est-ce que vous appelez président Diomandé Fonigaman? C'est ça, hein? C'est le président Diomandé. Voilà, président Diomandé Fonigaman. Qu'est-ce que vous appelez stratégie? C'est quoi la stratégie, en fait? C'est quoi la stratégie? Il n'y avait aucune stratégie derrière. Vous savez, le RHDP, là, c'est-à-dire avec le PDCI, le RDR et les autres partis en 2010, là, ce n'est pas une stratégie, hein, ce n'est pas... Il n'y a eu aucune stratégie. Moi, je vous dis clairement, il n'y a aucune stratégie. Il n'y a aucune stratégie entre le RHDP et la majorité présidentielle.
il y a eu un camp qui a été soutenu par les forces internationales qui ont donné un mandat et la force a tranché. Point. Gbagbo en 2010 a perdu le pouvoir par la force. En fait, ne venez pas dire de stratégie. C'est pas une question de stratégie. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, nous sommes dans une politique qui est menée par des rapports de force. Arrêtez de dire des stratégies ou quoi. Vous connaissez une stratégie politique qui a vaincu du pistolet? Montez-la moi en Afrique. Montez-moi en Afrique. Quand des gens vous disent, des gens même qui reviennent en fait, d'accord, comment ça s'appelle, des gens comme Bourgi, qui n'est pas une référence pour moi, mais qui vous dit clairement même que le Conseil constitutionnel a tranché. C'est un juriste. Il sait que dans un pays, quand le Conseil constitutionnel tranche, tu es d'accord ou pas, c'est fini. Mais le Conseil constitutionnel a tranché en Côte d'Ivoire, on a vu, il y a eu 2 républiques en Côte d'Ivoire, mais celui qui était au Golfe là, qui était avec lui? Celui qui était au Golfe là, qui était avec lui? Mais l'ONU qu'on n'entend pas en Côte d'Ivoire là, elle était avec lui. La France qu'on n'entend pas actuellement là, elle était avec lui. Et c'est un fait d'histoire. Personne, ne venez pas me dire que Bédia a fait une stratégie et Ouattara a fait une... Quelle stratégie ils ont fait? C'est quelle stratégie ils ont fait puis on ne connaît pas. Les avions qui pilonnaient là, les avions qui pilonnaient le ciel en Côte d'Ivoire là, d'accord? Les avions qui pilonnaient le ciel en Côte d'Ivoire là. Il n'y avait pas dans l'armée de Côte d'Ivoire aucun avion. Vous savez que depuis l'affaire de 2004, d'accord, des avions sont interdits de survoler le ciel ivoirien, des avions de l'armée de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous le savez? Ça veut dire que le ciel ivoirien était maîtrisé par l'ONUCI et la licorne. Vous avez vu quel... Est-ce que vous connaissez un petit peu la guerre, comment ça s'est fait? Tu n'as aucune maîtrise de ton ciel, tu es un homme mort. Et les gens là, les enfants qui ont combattu autour de Gbagbo, parce que puisque les anciens là, beaucoup se sont rendus à l'hôtel du Golfe, les enfants l'ont tenu pendant des mois. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et ça, il faut qu'on en parle. Quand vous êtes dans un conflit, il y a un élément qui est très important, la maîtrise du ciel. Et ce ciel-là, aucun aéronef, je dis du pouvoir légal, ne pouvait voler. Ça veut dire que le ciel-là était habité que par l'ONUCI et par la licorne. Donc, de quelle stratégie me parlez-vous? De quelle stratégie? À partir du moment où les gars ont tout fait, ils ont installé le monsieur qui est là. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Qu'est-ce que vous avez? Quelle stratégie avez-vous avec un pouvoir qui ne connaît que le rapport de force? Quelle stratégie? Moi, je veux voir ce miracle-là. On nous dit que Moïse a fendu le lot en 2, non? Mais venez, d'accord, nous montrer comment Moïse a fendu le lot en 2. Peut-être en Côte d'Ivoire, on va voir ça. Sinon, je n'ai jamais vu d'un pays. Je suis peut-être jeune pour mon âge. Je suis beaucoup curieux. Je lis beaucoup de livres en politique contemporaine. Je n'ai jamais vu un exemple d'un pouvoir fort. Je dis bien, un pouvoir fort qui a été délogé, hein, par une stratégie politique interne. Ça n'existe pas. Ce pouvoir-là, c'est-à-dire si des gens viennent là, c'est que des gens là, ils ont un réseau derrière eux. Et c'est ce que je le dis depuis toujours. Vous ne pouvez pas, d'accord, vous ne pouvez pas faire de la politique si vous n'avez pas un réseautage. Ça, je l'ai dit. Quel est l'intérêt dans un pouvoir qui est dur d'aller foutre les pieds en Côte d'Ivoire? Moi, on me dit, je suis politicien. Je suis politicien au PDCI-EDA. Je suis politicien au PPACI. Et puis, je fais un constat. Qui est en face de moi? Qui est mon adversaire? Mais Alassane Ouattara, c'est quoi la nature de son pouvoir? Est-ce que les institutions ont une marge de manœuvre? Je vois que les institutions sont des caisses à résonance du parti RHDP. Déjà, Ouattara, il est président du RHDP. C'est contre la loi en Côte d'Ivoire. Déjà, même pour commencer, celui qui est président là, d'accord, qui est chef d'État là, il est président de son parti. Premier symbole, il ne respecte pas, d'accord, il ne respecte même pas les lois du pays. Ça, c'est le premier élément. C'est quel parti politique en Côte d'Ivoire qui s'est levé pour dire ça? Montrez-le-moi, moi je discute à vous. C'est comme si vous me dites, Macron est président de son parti, selon les lois françaises, il ne peut pas, mais il le fait quand même. Puisque vous aimez beaucoup la France. On va même parler de nos pays à côté. Hein? Puisque vous aimez la France. Voilà. Et je vois les gens qui nous disent, mais toujours vous êtes là à ressasser le passé. Mais vous, bizarrement là, à chaque élection présidentielle, 2 mois avant les élections présidentielles, vous revenez toujours sur l'ivoirité. N'est-ce pas? Vous qui dites que toujours je suis là à ressasser le passé là. C'est quand même grave. Et un noir, je vais vous dire quelque chose. Un noir qui est ennemi de la mémoire est un danger. Je répète, un noir qui est ennemi de la mémoire est un danger. Oui, parce que dans mon petit parcours, un noir ennemi de la mémoire est un danger. Il ne faut jamais le suivre. Je vous dis pourquoi. Dans mon petit parcours, j'ai remarqué quelque chose. Vous savez, moi quand je vais quelque part, j'observe partout. Je ne vais pas dans le vide. L'adressage. Je me suis rendu compte que par l'adressage, je pouvais comprendre l'histoire de la France. Juste l'adressage. Même le métro. Bon, il y a des noirs, ils se lèvent, ils prennent le métro, ils descendent, ils s'en foutent. Ils peuvent faire 20 ans ici, ils s'en foutent. Mais par le métro, tu peux comprendre l'histoire des batailles. Tu peux comprendre l'histoire
même de la France. Parce que chaque station est un symbole. Le blanc ne fait rien pour rien. Alors les gars, on se dit à la prochaine, portez-vous bien. Je remercie déjà les nouveaux églisiens qui ont donc rejoint cette église médiatique avec joie, avec fierté et avec amour. Alors ceux-là qui ne connaissent pas comment ça se passe dans cette église médiatique, sachez qu'au fur et à mesure que le temps passera, vous saurez comment on fonctionne dans cette église médiatique. Et surtout, cette église médiatique est en pleine expansion en Afrique de l'Ouest et dans l'AES. Nous allons tout faire pour toujours permettre que vous soyez informés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l'heure, à la minute et à la seconde, afin que rien ne vous échappe. Surtout, vous êtes notre priorité suprême et nous sommes là aussi pour vous permettre je pourrais même dire un peu de distraction aussi, ça fait pas du tout. En tout cas, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien et dans bientôt, je crois que nous allons implémenter encore des tonnes de choses vraiment qui vont dépasser vos entendements charnels et spirituels. On se dit à la prochaine. Hasta la vista, baby. Bisous là-bas les gars. Peace.